sur l'écran. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre plateau de télévision de Congo France TV. Nous sommes en direct de Kinshasa et très heureux de vous présenter cette émission qui analyse pour vous l'actualité internationale, l'actualité scientifique internationale, parce qu'on ne va pas parler de la politique, mais plutôt de la compréhension scientifique de la vie politique internationale. Puisque nous parlons des questions internationales, j'ai reçu pour vous un expert à la matière, le professeur Alphonse Pongombo Onoloke. Bonjour, monsieur le professeur. Bonjour, Nestor. Alors, très heureux de vous recevoir encore une fois sur ce plateau de télévision de Congo France. Merci beaucoup. Très en forme, j'espère. Toujours en forme. Alors, vous êtes professeur de l'Université de Kinshasa et comme spécialité politique internationale, relations internationales. Alors, la première question qui me vient à l'esprit, parce que nous devons parler de la fin de l'unilatéralisme américain. Pourquoi vous suggérez expliquer la fin de l'unilatéralisme américain dans le monde? Oui, vous savez, monsieur Nestor, la fois passée, j'étais avec vous, toujours dans ces plateaux. On a eu le temps quand même d'échanger sur certaines questions liées à la vie internationale. Vous avez dit que nous sommes dans une certaine dynamique et qu'actuellement, nous avons la nouvelle configuration géopolitique du monde et de la RDC. Alors, à ce niveau, il est tout simplement question de retenir que nous sommes en train de participer à la fin de l'unilatéralisme américain. Nous, quand vous parlez de nous, c'est qui? Nous comme acteurs de la vie internationale, nous comme peuple, nous comme scientifiques, ou nous comme qui finalement? Quand je dis nous sommes en train de participer à la fin de l'unilatéralisme américain, c'est-à-dire que le monde est en train de vivre certaines réalités aujourd'hui qui ne sont pas les réalités d'hier. Alors, vous allez comprendre que ce qui définissent ou ce qui définit la fin de l'unilatéralisme américain est que les Américains ne sont plus les seuls à décider sur l'échiquier international. Alors, et avant d'arriver là-bas, je vais d'abord vous faire comprendre au public non initié qu'est-ce qu'on attend par l'unilatéralisme. C'est la question que je devais vous poser. C'est quoi l'unilatéralisme? L'unilatéralisme, le concept, veut tout simplement dire que, c'est-à-dire c'est une tendance à prendre des décisions ou d'agir seul sans toutefois consulter les avis des autres. Donc, comme alors, le monde, comme dans le les monde, contextes comme le monde, actuels, s'il vous plaît, dans les contextes je vais vous actuels par relancer. rapport à notre émission, je vous relance, professeur. Et comme les Américains se réveillent, prennent des décisions, et ces décisions ont eu une forte influence sur le monde entier. C'est ce que vous voulez expliquer. Voilà. C'est ça l'unilatéralisme américain que je suis en train d'expliquer. Aujourd'hui, nous parlons de la fin de l'unilatéralisme américain. Alors, le concept unilatéralisme veut dire tout simplement qu'il y a une tendance à prendre des décisions pour agir seul, sans toutefois consulter les autres acteurs sur la scène internationale. OK. La tendance d'agir en lieu et place des autres sans toutefois demander leur consentement. Alors, aujourd'hui, nous sommes en train de vivre une certaine réalité qui bloque cette tendance. Il dicte quoi, par exemple? L'agenda international. Comme quoi? Les règles internationales. Comprenez? Alors, actuellement, on a compris que cette façon de faire les choses ne marche plus. Alors, comment ne ça marche plus, pourquoi? C'est parce que les Américains ne sont plus les seuls à décider sur l'échiquier international. Il y a qui? La BAC internationale a d'autres forces, d'autres puissances qui émergent. Et lorsque ces puissances émergent, cette émergence fait blesser les intérêts des Américains, les intérêts des Occidentaux, qui sont comme les puissances traditionnelles. Alors, à ce niveau, vous pouvez comprendre ensemble avec moi que l'unilatéralisme américain n'a plus de place au monde. D'accord. Là, on a compris, ça n'a plus de place au monde, mais
parce que vous êtes trop, il y a aussi des gens qui ne sont pas initiés à la matière ou en politique internationale. Je voudrais que vous expliquiez encore dans des termes plus faciles comment ça se passe alors la prise ou comment ça s'est passé la prise de décision américaine sur l'influence mondiale. Comment ils utilisaient, c'était à travers des conférences où ils dictent seulement des décrets et puis tout le monde utilise ou comment ça se passe finalement les circuits? Expliquez-nous un peu. Vous savez que lorsque vous interrogez l'histoire des relations internationales, vous allez comprendre que les Occidentaux, en général les Américains en particulier, pour conquérir le monde, ils ont beaucoup plus utilisé les moyens militaires. D'accord. Comprenez. Alors, aujourd'hui, avec l'émergence de nouvelles puissances, les moyens militaires, oui, mais nous avons ce qu'on appelle aujourd'hui la géoéconomie, qui joue beaucoup plus le rôle. Et aujourd'hui, certains chercheurs en vertu de relations internationales disent que la géoéconomique est en train de remplacer la géopolitique et mollo-mollo. Et tout cela, pour vous faire comprendre. C'est quoi la géoéconomie? Tout cela, c'est pour vous faire comprendre qu'avec la poussée démographique de l'Afrique, avec la poussée démographique, la poussée économique de l'Asie, avec la poussée stratégique du monde musulman, tout ce que je viens de citer là constitue les remises en cause de la domination américaine. D'accord. Comprenez? C'est comme ça qu'il faut comprendre qu'aujourd'hui, nous sommes en train de participer à la fin de l'unilatéralisme américain et que personne, aucun spécialiste de relations internationales ne peut ignorer. Nous sommes en train de participer à la fin de l'unilatéralisme américain. Alors, parce que pour terminer cette partie, alors, que doit faire alors l'Afrique? On assiste ou on participe aussi comme acteur? Ça, c'est une question réservée aux personnes qui ont de l'intelligence pratique comme nous autres. Je suis très heureux et parce que tu me la poses. D'accord. L'Afrique, en général, tout comme le Congo en particulier, parce que je suis aussi spécialiste de la géopolitique de la RDC. D'accord. Je ne peux que parler de la RDC. Comme vous le savez, le Congo est l'un des pays, stratégiques qui ont eu les crises les plus graves dans ce monde. D'accord, depuis son histoire. Depuis son histoire. Jusqu'à ce jour. D'accord. Et toutes ces crises sont téléguidées, sont manipulées par ce que j'appelle les grands esprits qui gèrent ce monde. Les grands esprits, là, on fait allusion à Joe Biden, quand je parle des tout ça, esprits, et puis... les grands esprits, je vois les décideurs. Qui les sont? Ceux qui gèrent l'agenda du monde. Ceux qui déterminent les règles internationales. Oui. C'est-à-dire, dans le langage de tout le monde, on les appelle soit les grandes puissances. Voilà. C'est comme ça. Alors, normalement, lorsqu'on parle de la fin de l'unilatéralisme américain, moi, j'analyse en premier lieu ce que j'appelle la fin du monopole occidental et de la puissance. D'accord. La fin du monopole occidental et de la puissance, signifie... qui veut dire tout simplement la fin de l'américanisation de la planète ou la fin de l'occidentalisation de la planète. Pourquoi? Cette affaire s'explique par rapport à l'émergence d'autres puissances. Cette émergence provoque la fin de la suprématie absolue du monde occidental. Est-ce que l'émergence de d'autres puissances suffit-elle à expliquer la fin de l'unitarisme américain? Bien sûr. Il n'y a pas d'autre fait qui peut s'accommoder. Il y a d'autres effets. Il y a ce qu'on appelle aussi la multiplicité des acteurs sur la scène internationale. D'accord. Tout ça bloque l'unilatéralisme américain. À ce niveau, on comprend que les Américains ne sont plus les seules puissances à décider sur l'échiquier international ou sur la BAC internationale, s'il faut le dire. Il y a aussi... Les pays des BRICS, par exemple, avec la Chine, c'est-à-dire que la Chine est porteuse. Aujourd'hui, ne demande pas la permission aux pays occidentaux pour se développer. D'accord. Ils le font de leur propre volonté. Alors, tout ça, ce qu'il faut retenir à ce niveau est que le monde occidental ne fixe plus seul au nom de l'universalité ou
au nom de l'intérêt commun, ses valeurs ou l'agenda et les règles internationales. C'est ce qu'il faut retenir. Et c'est un message très important qu'il faut faire lancer au public non initié. D'accord. Parce que ce sont des éléments qui ne peuvent pas sortir auprès des personnes initiées, auprès des personnes qui ont de l'intelligence pratique. Parce qu'à ce niveau, que nous chercheurs, moi comme professeur d'université, je peux aider les gouvernements de la RDC à pratiquer ça, mettre ça dans la pratique gouvernementale. C'est-à-dire que le rôle d'un chercheur est de prendre tout ce que nous avons comme théorie, comme produit théorique, et puis ramener ça dans la pratique gouvernementale. Alors, lorsque je vous parle de la fin du monopole occidental, de l'hyperpuissance américaine et tout ça, oui. Cela relève aussi de la capacité ou de l'incapacité des Américains de savoir ou de pouvoir contrôler le monde dans son ensemble comme auparavant. Pour vous, les Américains sont parfois aussi dans l'incapacité à contrôler certains points du monde. Ça, c'est sûr. Et cela s'explique par rapport à l'évolution, par rapport à l'émergence, par rapport à la naissance d'autres puissances. Tel que je viens de citer, il y a la Russie, il y a la Chine et son cortège. La Russie avec Vladimir Poutine et tout ça, oui. Et je vous ai dit que tout cela, ce qui met fin au monopole occidental de la puissance, il y a premièrement la poussée démographique de l'Afrique, il y a la poussée économique de l'Asie, il y a aussi ce qu'on appelle la poussée stratégique du monde musulman. Est-ce que l'Afrique profite tout ce que je viens de citer de sa capacité démographique? Ce que j'appelle dans les jargons de relations internationales remise en cause de la domination occidentale. Ça, je comprends. Mais est-ce que aujourd'hui, l'Afrique profite-t-elle de sa capacité démographique qui est aussi un élément très important de la puissance d'un État ou d'un continent? Comme vous le savez, la démographie, c'est un facteur très important pour la puissance d'un État. Alors, cela ne suffit pas seulement d'avoir une forte démographie, mais il faut que les éléments de cette démographie soient exploités à bon escient pour que l'État concerné qui est grand en un clin d'œil. C'est le cas. L'essentiel est d'exploiter tout ce que nous avons sur le plan africain, sur le plan de l'Afrique centrale, la RDC, tout ce qu'on a comme potentialité, tout comme on a comme capital naturel qui fait saliver les grands esprits de ce monde. Et moi, j'utilise les grands esprits parce que vous faites allusion à... C'est un concept trop technique, le concept des grands esprits qui veut tout simplement expliquer les grandes puissances ou les grands décideurs de ce monde. D'accord. Tout ce que nous avons comme ressources naturelles, tout comme nous avons comme richesse, constitue un capital naturel. Et ce capital naturel fait saliver tous ces grands esprits de ce monde. Alors, c'est à nous d'exploiter tout ce que nous possédons comme ressources naturelles et profite à la population. Maintenant, qu'est-ce que vous retenir? Vous allez comprendre avec moi que le monde occidental est passe. C'est que le monde occidental est en train de perdre le monopole dont il bénéficiait auparavant, depuis les siècles. Comment cela s'explique actuellement? Quels sont les événements qui ont... Les éléments ont été déjà éclaircis et donnés. Oui, d'accord. Je vous ai bien dit que ces éléments s'expliquent par rapport à la multiplicité des acteurs sur la scène internationale. D'accord. Cela s'explique par rapport à l'émergence de notre puissance qui gêne maintenant les intérêts et les appétits des puissances anciennes qui sont dans le bloc occidental. Alors, actuellement, vous devez
avec moi que les Américains ont ce que moi j'appelle les plans américains pour la division du Congo. OK. Les plans américains pour la division du Congo, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire? C'est une réalité. C'est une réalité que tout chercheur congolais, tout Congolais doit regarder en face. Tout chercheur congolais doit regarder en face. Comme vous le savez, en ce qui concerne le plan de la division du Congo, les Américains ont bien armé leurs alliés africains qui entourent la RDC pour bien morceler la République démocratique du Congo. Ce qu'on appelle la balkanisation actuellement avec... Cela s'est fait comment? Les Américains, à travers leur laboratoire pour la gestion du monde et la gestion d'Afrique en particulier, ils visent la RDC. Et quand ils visent la RDC comme un État potentiellement riche, ils ont déjà imprimé une nouvelle cartographie géopolitique de la RDC. Ce qu'on appelle la balkanisation actuellement avec... Cette cartographie géopolitique de la RDC nous donne une nouvelle carte de la RDC dont il précise qu'il y a les Congos utiles et les Congos inutiles. Alors, tout ce qui est Congo utile, les Américains veulent que tous ces morceaux du territoire congolais soient gérés par leurs alliés africains. C'est quoi les Congos utiles pour les Congos utiles, c'est-à-dire là où ils trouvent qu'il y a une richesse en abondance. C'est les Congos utiles. C'est les Congos utiles. Là où il n'y a pas de richesse, là où il n'y a pas de richesse en abondance, c'est les Congos inutiles. Alors, la vision américaine pour la division du Congo, c'est de s'accaparer des parties de la RDC qu'ils appellent, dans leur langage technique, les Congos utiles. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. D'accord. Aujourd'hui, M. Nestor, je vais tout simplement dire au public non initié, les publics qui me regardent maintenant, à travers votre chaîne de télévision. Et sur notre page YouTube qui est... notre page YouTube qui est beaucoup utilisée à tout moment pour éteindre la voix sur le plan international. La voix sur peut-être la dimension nationale et internationale. Que ce que nous vivons actuellement n'est pas un hasard. C'est préparé. Ce que nous vivons actuellement au Congo, et très surtout à la partie est de notre pays, n'est pas un hasard. C'est le résultat d'une politique voulue et conçue. Je dis bien, c'est le résultat d'une politique voulue et conçue par les grands esprits qui gèrent ce monde. D'accord. Est-ce que vous comprenez? Là, on comprend surtout, c'est très important pour les chercheurs en relations internationales, ceux qui s'intéressent dans la vie politique internationale, devraient comprendre tous ces éléments. Alors, c'est ce que vous parlez de l'occupation de la RDC par les USA. C'est l'analyse que vous avez ou la conclusion, les études ou des propositions? Non, mais moi, en tant que chercheur, c'est ce que je peux partager avec le public et les chercheurs. Pour ne pas dire que les communs des mortels, mais le public non initié. D'accord. Et il y a ce qu'on appelle l'occupation de la RDC par les Américains. D'accord. Et cela se matérialise par... Cette occupation se matérialise. Oui, voilà. Ou se réalise par ce qu'ils appellent les plans occidentaux, ou les plans américains, division de la RDC. Alors, et ces plans se fait comment? Comment? Les Américains sont en train d'armer leurs alliés africains, qui sont parfois nos voisins, pour bien déstabiliser la République démocratique du Congo. À travers ce que je viens de vous narrer, ce que nous vivons aujourd'hui, ce que les pays traversent aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose de hasard. C'est le résultat d'une stratégie. C'est le résultat d'une manœuvre bien conçue, prévue et voulue
par ceux qui se disent être le partenaire traditionnel de la RDC, qui à l'époque, le Congo était leur enfant fidèle. Le Congo était leur fils unique pour gérer l'Afrique. Mais aujourd'hui, il passe derrière les ennemis de la RDC pour déstabiliser le Congo. Une question qui me revient quand vous êtes en train d'évoquer les stratégies, la fin de l'impérialisme américain, tout ça, la fin des monopoles occidentaux, tout ça, et puis... mais c'est comme si tout a été conçu, écrit comme un papier de la musique et dans les laboratoires des grandes puissances. Est-ce qu'aujourd'hui, au Congo ou en Afrique particulièrement, on conçoit aussi le monde du demain ou le lendemain sur base des prédictions scientifiques des chercheurs et puis pour voir comment faire marcher la politique du pays ou le lendemain de la RDC sur base des théories scientifiques bien élaborées, bien conçues, bien étudiées par les experts à la matière? Merci beaucoup, M. Nestor. C'est l'une des questions très nécessaires, très importantes et une question d'actualité qui cadre d'ailleurs à ma philosophie d'aujourd'hui par rapport à l'émission. Vous savez, ce qu'il faut faire comme chercheur, ce que moi j'ai pu apporter comme contribution par rapport à ce qui nous arrive. Le gouvernement de mon pays, en tant que chercheur, je ne peux qu'apporter les éléments stratégiques qui peuvent nous aider à trouver la solution d'abord au niveau interne. Parce que tout ce qui arrive au Congo commence d'abord par l'interne. D'accord. Qui favorise l'entrée des étrangers. Les causes d'abord endogènes. Voilà. D'accord. Alors, à ce qui concerne le Congo, pour sa protection, une stratégie que je peux donner actuellement pour contribuer par rapport à ce qui nous arrive, à ce qui se passe à l'est de la RDC, c'est d'abord ce que moi j'ai toujours appelé la stratégie de l'indépendance diplomatique. Qui signifie? La stratégie de l'indépendance diplomatique qui veut tout simplement dire que le Congo doit être d'abord diplomatiquement indépendant. D'accord. C'est-à-dire, avant d'agir, avant de prendre une certaine décision, le Congo ne peut pas attendre les injonctions provenant d'un quelconque État ou d'un quelconque acteur international. Et cette manière de faire les choses va nous amener vers ce que moi j'appelle l'autogouvernance diplomatique. Ça signifie... Je dis bien l'autogouvernance diplomatique. Vous voulez dire que... Et cette autogouvernance diplomatique qui va accorder à la RDC ce qu'on appelle la souveraineté totale. Souveraineté totale. À ce moment, que le Congo sera à la mesure. À ce moment, que le pays pourra faire ce qu'on appelle connexion diplomatique au niveau interne. Avec tous les avec tous les acteurs tous ces partenaires locaux, avec toutes les communautés locales. Donc la diplomatie doit d'abord se jouer sur le plan interne. À travers le dialogue. Ok. Mais le dialogue, ça se fait déjà, on a beaucoup fait. Mais dans ces pays, je dis bien entre la communauté locale. D'accord. Mais quand je parle de dialogue, je ne parle pas du dialogue politique. Des dialogues politiques. Je ne suis pas venu pour parler de la politique. Je ne parle pas de la politique. Okay. Je parle science. D'accord. En travers le dialogue. Le dialogue que moi je propose, c'est dans la partie est de la RDC. Ok. Les villageois, les communautés locales. Vous savez, M. Nestor, ce qui bloque aussi certaines choses dans notre pays est que tous les acteurs externes mettent notre pays devant les recherches et des solutions dans une société bloquée. Comment ça? Une société bloquée, on vous dit de trouver les solutions. Cela demande l'implication des personnes qui ont de l'intelligence pratique. Comme je suis là, je suis un praticien. Tout ce que je te parle. Oui, voilà. J'ai de l'intelligence pratique et je peux apporter quelque chose au gouvernement comme conseil sur le plan scientifique. Il faut de l'intelligence pratique pour débloquer certaines choses. Et lorsque vous menez des recherches, des solutions dans une société bloquée, là, vous vous écartez dans la logique
de l'universalité de la méthodologie. C'est-à-dire qu'il faut des stratégies diverses. Il faut des tactiques. Il faut de l'intelligence pour trouver des solutions. Il faut ce que moi je propose comme l'auto-gouvernance diplomatique. Prendre les fils et filles d'abord partie est de la RDC, dialoguer entre eux à travers ce que j'appelle le dialogue intervillage, le dialogue interterritoire, le dialogue intercommunautaire. Alors, avec l'accompagnement ou sous l'égide des experts à la matière. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? C'est parce que l'ennemi est toujours prêt. L'ennemi est prêt. L'ennemi a ses alliés africains. Et ces alliés africains qui sont peut-être nos voisins. Alors, l'agenda de ces ennemis liés au plan américain de la division du Congo est celui de récupérer la nouvelle cartographie de la RDC qu'ils appellent le Congo utile. Alors, prof, là, on a compris, vous êtes expert en relations internationales, mais je voudrais aussi vous poser une question sur la reconfiguration du monde international, puisque vous avez parlé de la fin de l'unilatéralisme américain, mais aussi la montée en puissance des autres acteurs. Aujourd'hui, on voit beaucoup plus la Russie qui fait face presque seule. Est-ce que nous sommes sur la case de départ de l'après-deuxième guerre mondiale, le monde bipolaire? Nous allons rentrer dans cette phase. Qu'est-ce que vous prédisez, vous, état scientifique, je vous ai dit, de la matière? Je vous ai dit ça serait le monde bipolaire ou multipolaire? Je vous ai dit tantôt plus tôt ici que les Américains sont confrontés à une montée en puissance de leurs concurrents. Ils sont nombreux maintenant. Ils sont nombreux. Il y a la Russie. Voilà. Les Américains sont confrontés aujourd'hui à la montée en puissance de leurs concurrents. Et non seulement ça, mais c'est aussi à la multiplication des acteurs sur la scène internationale. Comment seront-ils les mondes? Alors, ils n'ont plus les mains libres. Les Américains n'ont plus les mains libres pour agir seuls sur l'échiquier international. Ou soit pour fixer seuls les règles du jeu international. Alors? Ça constitue déjà un obstacle pour les Américains. Voilà. Les Occidentaux en général. Alors, je vous ai bien dit que les Américains, ce qui diminue leur force aujourd'hui, il y a 3 éléments. Je répète, ce sont des éléments que j'ai déjà épinglés. Il y a ce qu'on appelle la poussée démographique de l'Afrique. Deuxièmement, nous avons la poussée économique de l'Asie. Et troisièmement, nous avons ce qu'on appelle la stratégique du monde musulman. Comment serait alors c'est ce qui constitue la remise en cause de la domination américaine actuellement. Ça, on comprend. Mais comment sera alors le monde de demain ou après-demain? Parce qu'au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, on a parlé de 2 grandes puissances qui dominaient. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs. Donc, ça signifie que nous serons dans une sorte de jungle où le plus fort, finalement, va battre et puis redevenir un monde unilatéral ou multilatéral. C'est-à-dire qu'actuellement, nous sommes en train de participer à une certaine théâtralisation stratégique. D'accord. D'où il y a une catégorie d'acteurs sur le plan international qui veillent sur la persistance de leurs influences dans des espaces qu'ils ont déjà occupés. Il y a d'autres catégories d'acteurs sur le plan international qui existent, qui insistent sur la conquête des espaces pour en soir à leurs influences géopolitiques. Alors vous allez comprendre maintenant qu'il y a une certaine guerre stratégique qui est en train de se faire entre ceux qui cherchent à persister et ceux qui cherchent à conquérir. D'accord, merci beaucoup, monsieur le professeur Alphonse Pongobo. Nous sommes arrivés presque à la fin de cet entretien scientifique. Quel est alors votre mot, le dernier mot de la fin pour
finalement clore cet entretien que vous avez eu le plaisir de partager avec nous. Le dernier mot que je peux lancer à tous ces publics qui me regardent aujourd'hui à travers le monde, à travers la République démocratique du Congo, est que moi, personnellement, je ne fais pas la politique. D'accord. Je suis chercheur, je suis professeur de relations internationales. Résultat de vos recherches. Je suis géostratège, je suis géopoliticien. D'accord. Alors, c'est mon devoir de partager avec mon gouvernement, d'abord, et avec le monde entier, de certaines questions d'actualité internationale. De certaines questions liées à la nouvelle configuration géopolitique qui ne demandent pas les stratégies anciennes, mais il faut une certaine mise à jour, non seulement des stratégies, mais aussi des penseurs, voilà. de ceux qui réfléchissent, voilà. de ceux qui raisonnent sur l'avenir, non seulement du pays, mais du monde aussi. Merci beaucoup. Merci aujourd'hui, quelle beaucoup. est la part de la RDC et comment le Congo traverse tout ce qui traverse aujourd'hui. C'est parce que il y a ce que je viens de vous parler, il y a tout un plan qui a été déjà élaboré. Il y a ceux qui sont derrière ce plan pour faire exécuter ce plan. Et le Congo doit être malin à ce niveau. Il faut associer les intelligences pratiques pour trouver des solutions. C'est ça le mot de la fin que je peux lancer par rapport à ceux qui me regardent. Il y a d'autres chercheurs, mes collègues, par exemple, comme le sociologue Casimir Mpeti, qui se bat aussi dans ce cadre-là de faire des recherches pour trouver des solutions dans une société bloquée. Parce que je vois, fait moi, des études dans quelle, je considère la RDC dans quelle thématique? Comme une société bloquée. Lui, Casimir, fait les recherches sociologues dans quelle thématique? C'est ce que je viens de vous dire. Toujours des chercheurs qui a des soucis de trouver des solutions. D'accord. Dans une société que j'appelle moi la RDC comme une société bloquée. D'accord. Alors, d'où il faut des intelligences pratiques. Alors, si j'évoque le cas de Casimir Petit, c'est parce que c'est l'un des jeunes chercheurs. D'accord. Chef de travaux d'ailleurs, l'un des jeunes chercheurs. C'est votre assistant à l'université? Oui. Qui se bat pour la recherche des solutions dans une société coincée. Une société bloquée comme la RDC. Bloquée par ses voisins, bloquée par la puissance. Nous sommes bloqués par plusieurs accords internationaux. Par plusieurs trucs que vous connaissez. D'accord, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le professeur Alphonse Mpongombo. Nous sommes très heureux parce que le monde est dirigé par les éclairés, par les scientifiques, non? Même les temps anciens. Mais aujourd'hui, on a comme l'impression qu'on banalise beaucoup plus les scientifiques par rapport à d'autres domaines. Et le point professeur d'université, par exemple, qui peut aujourd'hui décéder, ne peut pas avoir le même ampleur que un acteur du comédie par rapport à la considération du membre du gouvernement. Tout ça dépend de l'importance que chaque gouvernement accorde aux scientifiques. D'accord. Je ne peux pas dire que le gouvernement n'est pas avec nous. Parce que si nous respirons, si nous vivons, c'est parce que le gouvernement est aussi avec nous. Il n'y a pas longtemps, vous étiez en grève. Vous avez repris les activités? Non, ça c'est un domaine un peu réservé. Réservé, ah, ok, d'accord. Je ne suis pas passé ici pour parler de la grève, oh. Mais je suis passé pour quand même partager ce que j'ai comme contribution, comme expérience. Oui, les recherches, la grève ne peut pas influencer vos recherches. Vous faites toujours votre travail. On fait les recherches. La connaissance, on ne la garde pas, il faut toujours la dispenser. Ça, c'est voilà sûr. Pourquoi vous avez intérêt de rester branché sur Congo France Télévision, suivre ce genre d'émissions très édifiants et pour vous aider à avancer avec vos travaux, vos recherches sur la politique internationale. Il faut toujours comprendre la vie des États, les acteurs qui animent les institutions. Merci beaucoup encore une fois, monsieur, de pouvoir passer sur notre plateau de télévision du Congo français. Nous allons avoir plaisir de vous revoir encore une fois. Merci à toute la grande équipe qui nous a aidé à réaliser cette émission. Christian et les directeurs de programme, José Baoto, les directeurs techniques, tout le monde qui nous a aidés. À la régie aux manettes, Dio, Maëlle, Kovo. Je te remercie également pour nous aider à réaliser cette émission, ainsi que mon assistante, Gloria Nediboula, qui m'a aidé avec les préparatifs ici, Arnold, tout le monde, Loleka. Merci beaucoup de votre assistance technique. Quant à moi, je vous dis au revoir.